et je suis avec donc, trois des auteurs de l'anthologie Terreur nordique. Et j'ai choisi ces trois auteurs en particulier parce que dans leurs nouvelles, on va avoir des personnages de sorcières, enfin de Volva plus spécifiquement, et on va traiter aussi de sorcellerie. Je pense notamment pour la nouvelle de Sophia qui parle un peu plus du côté sorcellerie pure. Et donc, on a donc Mickaël Royer, Guillaume Suzanne et Sophia Humbert. Donc, le but en général, quand on commence les lives, c'est de faire un petit tour de table. Donc, je vous laisse un peu vous présenter rapidement en tant qu'auteur et après, on parlera de votre texte. Moi, c'est Sophia Humbert. Je suis autrice du coup de romans, enfin de textes en général fantastiques. J'adore l'horreur et je fais aussi un peu de cinéma dans le sens où j'ai déjà réalisé des courts-métrages et j'ai fait récemment la lumière sur un court-métrage d'un pote. C'était aussi de l'horreur, voilà. C'était plutôt du giallo même. Moi, c'est Mickaël Royer. Du coup, j'ai écrit pas mal, enfin quelques textes qui ont été publiés plus dans tout ce qui était, on va dire, heroic fantasy. Je sais plusieurs styles, on va dire. J'aime bien le fantastique, j'aime bien l'horreur et tout ça. Et j'ai fait aussi quelques courts-métrages. Je suis un peu dans ce domaine-là. Et à côté, bah, je travaille, on va dire, pour payer les factures et tout ça, dans tout ce qui est un food truck où je suis gérant. Voilà. Donc bonsoir, moi Guy c'est Guillaume. Donc moi ça fait 20 ans que j'écris principalement de l'imaginaire, science-fiction, fantastique, fantasy, vraiment sans préférence. Moi j'aime bien écrire de tout. Depuis donc une vingtaine d'années, j'ai 7 romans à mon actif. Là j'ai mon 7e roman qui vient de paraître au mois de novembre, et une centaine de nouvelles écrites, dont une vingtaine à peu près sont parues. Voilà. Globalement, ma petite carrière d'écrivain. Maintenant, on va aborder plus le sujet donc, de terreur nordique. Donc, vous avez tous les trois participé à un appel à texte lancé par les éditions Vispirine. D'ailleurs, je précise que là, on est vraiment avec trois auteurs qui publient pour la première fois un texte au Luciférine. Donc, c'est vraiment trois nouveaux dans l'équipe. Bienvenue aussi au passage. Et donc, voilà, Merci. je voulais, avant de parler Merci. vraiment de la nouvelle spécifiquement, je voulais un peu vous me disiez un petit peu quand vous avez eu l'appel à texte, comment un peu ça s'est manifesté un peu pour vous, l'intérêt que vous aviez pour le sujet, et puis un petit peu les idées qui vous sont venues jusqu'à ce que vous reteniez. Enfin, est-ce que vous avez vraiment eu l'idée tout de suite en tête, ou est-ce que vous avez eu plusieurs hésitations avant de vous décider définitivement? Donc, on va refaire le même tour. On va commencer par toi, Sophia. Ça marche. Alors moi d'abord, je connais la maison d'édition parce que la toute première fois, j'avais en fait fait une chronique pour Sueur Froide, qui est un site, un fanzine de cinéma, qui parle aussi de littérature. Et bref, j'avais vraiment adoré l'anthologie, c'était ça sur les chats. Et du coup, je m'étais dit, mais c'est trop bien. Et du coup, je regardais un peu les appels à texte qui venaient de la maison d'édition. J'ai même tenté pour Belle Époque, mais c'était un peu hors sujet, je crois, mon texte. Et bref, du coup, là, quand j'ai vu le texte, je me suis dit, non seulement j'adore la maison d'édition, mais en plus, l'appel à texte, c'est des sujets que je kiffe. J'ai Leda qui traîne quelque part dans la bibliothèque. Donc voilà, j'adore la mythologie. Les mythologies en général et celles nordiques. Voilà, et je trouve que l'idée de faire de l'horreur sur ce sujet, c'était assez cool. Mais j'avais pas tout de suite eu l'idée en fait, et du coup, tant que j'ai pas l'idée, je me mets pas à l'écriture évidemment. Et en général, je me laisse un peu l'idée venir à moi. Je réfléchis pas trop, je sais que ça vient de manière générale. En général, ça m'arrive sous la douche ou quand je me réveille le matin après avoir rêvé. Donc voilà, et du coup, dès que l'idée est venue, par contre, après, je me suis dit, ok, comment je peux la booster un peu plus? Et j'ai pensé, en général, mon code de grille de lecture, c'est les codes de cinéma, vu que je suis très cinéphile. Et là, je me suis dit, tiens, il y a un genre cinématographique que j'ai rarement vu en littérature, et pourquoi pas l'essayer sur ce texte. Voilà. Alors, je vais demander à Mickaël, mais je ne sais pas s'il est encore parmi nous. Je crois que sa connexion plante. On va peut-être passer à Guillaume avant qu'il. Je vais essayer de l'aider à revenir. Visiblement, il y a un petit peu longtemps. Je prends le relais.
Du coup, pas de souci. Moi, en fait, je pense que, alors, les appels à texte, en fait, j'ai eu un moment où je me suis arrêté pendant quelques années déjà d'écrire plus ou moins et de répondre à des appels à texte, et j'ai recommencé il y a vraiment 2 ans à me réintéresser à tout ça. Et je pense que j'ai pris connaissance de l'appel à texte Terreur nordique sur le forum L'Orée des Conteurs, qui est un forum d'écrivains qu'on partage d'ailleurs avec Sophia, sur lequel on est tous les deux. Et je pense que c'est là que j'en ai pris connaissance. Et en fait, moi, j'avais déjà utilisé dans un texte qui est paru cette année qui s'appelle La tombe victime professionnelle. J'avais déjà utilisé la figure du drogueur, qui est une espèce de squelette vampire mort-vivant avec finalement un peu toute la force de chacune des bestioles précitées, mais moi je trouve beaucoup plus intéressant dans ce qu'il apporte comme noirceur et comme profondeur de personnages à utiliser. Et donc j'avais déjà utilisé comme antagoniste dans une histoire, mais pas plus que ça. Et j'avais toujours été un peu frustré de me dire, bah, je pense qu'il y a plus à faire, plus à développer sur cette figure. Et quand j'ai pris connaissance de l'appel, très vite j'ai commencé à avoir une idée d'histoire qui raconte justement, qui parle de cette figure un peu, un peu emblématique. Sauf que je me suis dit ça va, j'ai le temps, donc l'idée elle a mûri, j'ai commencé à noter des trucs à la main, mais sans vraiment commencer à rédiger la nouvelle. Et puis un beau jour, je me suis réveillé et je me dis tiens, mais en fait ça doit bientôt être la date limite. Et c'était le lendemain. Et j'avais rien commencé à écrire vraiment. Donc j'ai passé 24 heures globalement, presque une nuit blanche à écrire la nouvelle. Ce qui peut expliquer d'ailleurs qu'elle était dans un état un peu brut de décoffrage au démarrage. Mais je suis allé au bout, j'ai écrit ce que je voulais comme histoire et je l'ai envoyé quelques heures avant la date limite, comme ça, juste au dernier moment, avec du coup très peu d'espoir d'être sélectionné parce que j'aime vraiment pas travailler comme ça. Pour le coup, j'aime bien laisser reposer mes textes, les relire tranquillement et les recorriger. Et j'ai été du coup ravi d'être néanmoins sélectionné avec ce texte de la dernière minute. Eh ben, je connaissais pas du tout cette histoire, en tout cas, bravo d'autant plus pour d'avoir réussi à finir une nouvelle qui a été prise en un jour. Ouais, c'est quand même une belle progression. C'est vrai qu'on a eu quelques reprises et c'est vrai que je l'avais Ouais. accepté en me disant que je sentais qu'il y avait vraiment un bon potentiel avec une fois qu'on déblayait deux, trois petites choses et en plus la correction a été assez rapide en plus, donc franchement, beau travail. Ouais, Et je sais beau travail avec toi, merci à toi. qu'il y avait des questions de Nepentest par rapport au texte, non, aux éditions de l'EDA. Est-ce que je vais y répondre, Sophia? Alors, faudrait que j'aille chercher la mienne parce que j'ai une mémoire un peu merdique. Je sais que la couverture est blanche. C'est un peu genre un peu comme la Pléiade. C'est une édition dans ce style-là, quoi. Ça se trouve, c'est la Pléiade. Avec une couverture blanche très neutre. Et je crois pas qu'il y ait de commentaires dedans. Après, je sais pas quelle traduction c'est. Je crois que c'est plutôt récent. De toute façon, en général, quand tu achètes le volume, c'est la traduction qui est en cours. Maintenant, j'avoue que je connais pas du tout la langue d'origine, donc je prends la traduction qui a l'air la plus récente et je vais pas trop choisir un traducteur plutôt qu'un autre. Je me fie au travail qui a été fait voilà, par l'éditeur et en général, voilà. Peut-être qu'il faut regarder plutôt s'adresser aux personnes qui sont plus dans le milieu universitaire, qui sont peut-être s'y connaître un peu plus sur la qualité de traduction et peut-être les notions de distinction entre chaque traduction. On va passer du coup sur un peu plus en profondeur sur les nouvelles. Donc toi, Sophia, justement, tu as dit que tu avais choisi un format particulier. Ah, on retrouve. Bonjour. Fini avec Sophia et puis je te poserai la question juste après. Oui, vas-y. Pas de souci. Mais tu disais que tu avais choisi un format un peu particulier pour ta nouvelle et c'est vrai, c'est un peu ce qui l'a vraiment démarqué du coup du reste des textes. On n'a pas eu cette proposition du tout. Donc un format qu'on trouve effectivement dans le cinéma horreur, mais pas trop en nouvelle. Donc tu peux nous en parler, puis en nous parlant un petit peu aussi du sujet et comment tu as décidé de faire ça de manière assez originale. Sans trop en dévoiler, bien sûr. Oui. Alors, je peux parler du genre qui m'a inspiré, c'est le found footage. Donc, c'est en vidéo, c'est l'idée de rassembler
des morceaux de vidéos que les protagonistes de l'histoire auraient pris. Le plus grand exemple, c'est The Blair Witch Project, la sorcière de Blair Witch, et puis Rec, voilà. Pour la petite histoire, mon tout premier court-métrage que j'avais fait, c'était ce type de ce code de cinématographique. Et je me suis dit, à l'écrit, ce serait intéressant d'avoir des morceaux de récit. Et quel meilleur support que les blogs sur Internet où on partage tout. Voilà, donc c'est le format que j'ai choisi. Et c'est vrai que j'aime bien, en général, quand je me lance dans l'écriture, d'avoir une idée forte. Pas forcément un concept, mais quelque chose qui va driver mon histoire et qui va me donner un peu tous les éléments au fur et à mesure, parce que je suis plutôt une jardinière, mais je réfléchis au concept un peu avant, ceci dit. On peut passer juste pour Mickaël, donc juste avant que ça coupe, donc je te demandais un petit peu comment chacun avait abordé la thématique de la mythologie nordique, un peu les idées que tu as eues avant de porter ton choix sur celui de la nouvelle que tu as proposée. C'est vrai que moi j'aime bien tout ce qui est mythologie nordique de base, on va dire. C'est vrai que moi j'aime bien avoir des personnages qui sont assez forts. Donc en plus il fallait éviter tout ce qui était vraiment les dieux, un peu comme j'écris d'habitude avec tout ce qui est heroic fantasy et tout ça. Donc c'était intéressant quand même parce que du coup il fallait arriver à rester dans le subjectif tout en voulant faire passer le message quand même. Et j'avoue que pendant un petit bout de temps, je savais pas trop comment tourner la nouvelle et tout ça. Et après, j'ai fait quand même pas mal de recherches sur tout ce qui était Volva et tout ça. Et c'est là que j'ai trouvé justement les deux personnages de la nouvelle et que je les ai développés en fait, quoi. Et pareil, je crois que c'est un peu comme Guillaume, j'ai dû envoyer la nouvelle, je pense dans les derniers, je pense. Donc j'ai utilisé vraiment le temps jusqu'au bout. Bon, les textes arrivent toujours les derniers jours, dans la 80%. De toute façon, il n'y a pas de surprise là-dessus. Oui, c'est vrai, effectivement, des fantasmes pour la nouvelle, ça c'est dans Civilisation disparue. Effectivement, j'avais écrit en tant qu'auteur une nouvelle qui s'inspirait de la mythologie nordique. Moi, c'était le mythe des berserkers. Et c'est vrai que j'avais fait sur un format de série d'entretiens, donc un inspecteur de police qui reçoit différents élèves qui vont parler et donner à chaque fois leur vision de l'histoire. Mais du coup, ça permet de rebondir sur la nouvelle de Sophia. Là, c'est un peu différent, puisque là, c'est plus un personnage qui en fait fait une série de lives. Et donc, du coup, on va suivre l'histoire à travers les lives qu'elle fait sur les réseaux. Alors, je sais pas quel réseau, je sais pas si tu avais un réseau précis en tête. Mais voilà, d'ailleurs, je sais pas si tu avais une idée précise du réseau ou pas du tout. Si, c'était Tumblr parce que le personnage est une sorcière, donc du coup, pour moi, Tumblr, les sorcières, c'était logique, le lien, voilà. Donc du coup, pour parler plus précisément de la thématique, donc, quel a été ton sujet? Donc là, on est sur une discussion sur les sorcières. Après, qu'on va voir, chacun n'a pas traité que de ça dans sa nouvelle, parce que la mythologie nordique, c'est très vaste et il y a toujours plusieurs connexions qui vont se faire. Donc toi, quel a été vraiment pourquoi la thématique de la sorcellerie dans ta nouvelle, comment tu as traité ça? Parce que notamment tu as traité aussi du néopaganisme actuel aussi, donc avec les interprétations modernes un peu de la mythologie nordique. Alors d'abord, je me permets de répondre à Nepenthes parce que c'est en lien aussi. C'est que en fait sur Tumblr, il y a justement beaucoup de néopaganisme et de sorcières modernes qui donnent un peu des recettes de comment faire, je sais pas, des bougies pour assainir l'atmosphère ou accueillir une nouvelle année, ce genre de choses. Et j'avoue que ça m'intéresse. Le sujet m'intéresse. Je m'intéresse de manière générale à la sorcellerie. J'ai même des amis qui en pratiquent. Donc du coup, et je trouvais ça intéressant justement comme et je remarque dans les pratiques maintenant qu'il y a un retour aux sources et au chamanisme et aux formes on va dire d'origine de magie, alors que dans les années 2000, c'était beaucoup la Wicca avec tous les codes du néopaganisme qui était vers une magie blanche, un peu plus épurée et sans couleur, on va dire, du coup sans origine. Et je pense que ça va avec aussi l'ère du temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on est moins dans une société qui essaie de lisser toutes les cultures et qui est au contraire mis en avant les particularités de chaque culture. Et du coup, ça m'intéressait de faire ce chemin-là. Parce que moi je suis un peu une enfant d'internet dans le sens où je me suis connectée assez tôt dans ma vie et j'ai toujours été un peu curieuse de ce qui se passait sur internet et des évolutions de comment les gens s'en emparaient. Et du coup, la magie internet, c'est deux sujets qui me passionnaient, donc voilà, j'ai fait une connexion entre les deux. Et du coup, j'étais intéressée effectivement par ce rapport avec la magie, avec internet et avec les différentes formes de sorcellerie qui s'expriment à travers le temps. Et il y a justement un petit peu une guéguerre entre certains personnages justement sur quelle forme de magie il faudrait souscrire, à laquelle faudrait s'adopter, quoi. Donc, du coup, à Guillaume. Donc, dans son cas, c'est vrai qu'il y avait aussi, comme tu dis, la figure du Drogure, donc qui est aussi une figure par excellence, on va dire, de l'horreur, de ce qu'on peut avoir dans l'horreur nordique. Et comme il fallait faire un choix aussi, donc on a aussi orienté sur la sorcellerie, puisqu'on a un de tes personnages donc, importants dans ton histoire qui est en tout cas une descendante de Volva. Donc aussi, comment cette figure-là t'a intéressé et pourquoi? En fait, la figure, elle est venue finalement, la figure de la sorcière, elle est venue assez tard dans l'histoire, parce qu'au départ, j'étais vraiment sur une histoire finalement qui traitait assez peu de fantastique, où finalement la caractéristique fantastique devait pratiquement être que la fin, où on était sur finalement quelque chose d'assez vraisemblable, en tout cas dans sa présentation, puisqu'on est sur une histoire où c'est une guerre de clans, une guerre de territoire, c'est trois clans qui se déchirent la maîtrise de leur territoire et des ressources liées à ces territoires, et avec un jeu de supériorité numérique dans les combattants, avec un jeu aussi d'alliance et de trahison qui se met en place au fil de la nouvelle. J'avais envie en fait de parler d'une bataille sans montrer la bataille, c'est-à-dire qu'en fait on est presque à la fin de toutes les batailles, tous les combattants quasiment qui pouvaient mourir dans cette bataille sont morts, il reste en gros que les chefs et des combattants épuisés un peu dans tous les camps. Et c'est en fait le moment de l'histoire, c'est le moment dans le conflit où on essaye en fait de faire la paix. Mais forcément une paix qui va être plutôt au détriment du plus faible et à l'avantage du plus fort. Et donc, j'ai eu à un moment donné, j'ai puisé forcément dans les connaissances que j'avais et j'ai poussé les connaissances que j'avais pour essayer de maximiser la vraisemblance de l'histoire de ce point de vue-là, en termes de vocabulaire, en termes de tout ce qui était figure qui apparaissait. Alors, le titre de ma nouvelle, moi, c'est L'Aigle de sang, donc il y a notamment cette pratique-là qui apparaît dans la nouvelle, qui est une pratique assez horrible, horrifique de torture et on va dire, d'avilissement des adversaires qui ont été vaincus au combat. Et en fait, dans la tournure de l'histoire, dans justement le fait d'arriver à recoller cette histoire-là avec la fin, j'avais besoin de faire intervenir des forces occultes. Et c'est par des recherches en fait que m'est apparue cette figure de la Volva. Pareil, comme tu disais, que je mets pas directement en scène, mais on a un des personnages principaux qui est une descendante, qui a des notions, qui sait faire quand même, enfin qui sait pratiquer un peu la magie, notamment la magie positive, mais comment dire, à qui on a aussi appris les pratiques plus un peu plus noires, un peu plus sombres, et qui, par désespoir, va puiser en fait dans ces pratiques-là pour réussir à s'en sortir. Donc la figure de la Volva, elle est plutôt elle imprègne vraiment l'histoire parce que sans ça, on n'arrive pas à la conclusion, mais elle est plutôt en périphérie de mon histoire. Pour répondre à la question de Nepens, non, c'est vraiment alors, c'est une pratique qui est décrite. C'est assez compliqué de savoir quand on lit un peu ce qui est décrit, si elle est réelle ou imaginaire. Moi, elle me paraît tellement violente que j'ai un peu de mal à croire qu'elle soit vraisemblable, dans la mesure où le supplicié est censé rester en vie tout le temps
de la pratique que je vous décrirai pas, que vous trouverez du coup décrite dans la nouvelle. Mais vu ce qui arrive à la victime, ça paraît assez peu vraisemblable, en tout cas de mon point de vue. A priori, ça serait plutôt une interprétation de traduction qui voudrait dire que finalement on était sur une pratique moins violente que ce qui a pu être décrite, mais dans le jeu des traductions et peut-être des mécompréhensions des traductions, ça s'est soldé par le fait on est sur de l'éviscération, enfin voilà, les suppliciés ont les côtes notamment postérieures qui ont été rompues, détachées du corps pour les déployer, etc. C'est assez particulier quand même, mais du coup c'était une pratique tellement marquante et que je me suis dit c'est pareil, elle avait tout son sens et du coup elle a même donné son nom à la nouvelle pour le coup. Et j'avais jamais rencontré ça, c'est ce que je me suis dit aussi. C'est ce qui va en faire l'originalité, c'est que moi je l'avais jamais lu dans d'autres textes, ce qui fait que j'ai vraiment été surpris d'apprendre ça et c'était vraiment presque par hasard en prenant de la documentation. Là pour le coup j'étais bien en amont, avant l'écriture, bien en amont de la nouvelle, lorsque j'ai pris la documentation sur l'histoire que j'ai eu connaissance de cette pratique. Ouais, que moi aussi, quand j'ai eu la nouvelle, je connaissais pas. Donc, pareil, j'ai regardé aussi. Je me suis dit, est-ce que c'est un nom de quelque chose qui existe? Alors, Après, c'est vrai, ils en parlaient ils en ont fait un épisode dans la série Viking. Je sais plus quelle saison c'était, mais c'était dedans aussi. Ouais. Ouais, d'ailleurs, en tapant sur Internet, on peut trouver les images de ce moment-là. En tapant avec le dessin, on va trouver effectivement des extraits visuels, Il une y a... espèce de reconstitution en fait dans la série. Oui. Elle est, si ça vous intéresse de la voir dans un film d'horreur, elle est dans Midsommar. Voilà. Ok, ben voilà, comme ça, si vous voulez voir des exemples et vous n'êtes pas trop sensible, voilà. Mais C'est ça, oui, Midsommar, ne regardez pas si vous êtes sensible. mais je trouvais qu'elle était justement d'autant plus intéressante elle fait un peu mystérieuse, quoi. Elle fait, alors à la fois très, très horrible, évidemment. Bon, en même temps, c'est une pratique de torture, donc on se doute qu'on va pas se retrouver avec un nounours en peluche, mais, et en même temps, elle était intéressante parce elle est décrite comme étant, tellement avilissante et finalement tellement grave dans sa mise en application qu'elle est super rare. Et le simple fait qu'elle soit horrible, rare, et puis très imagée en plus, la figure de l'aigle de sang, enfin, on voit assez vite ce que ça peut représenter en termes de torture. Moi, j'ai trouvé que c'était très graphique en plus, comme il y a des images effectivement quand on cherche, mais qui sont pas forcément horribles, qui sont plus artistiques et qui sont pour le coup dans l'horreur très belles, moi j'ai trouvé. Et ça m'a vraiment marqué et je me suis dit, il faut que j'intègre cette image-là à ma nouvelle, quoi. Et donc, en tout cas, on va retrouver a priori des personnages dans des sagas nordiques qui auraient subi cette torture. Donc, il y a vraiment des sources, on va dire, il y a des sources littéraires. Après, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Est-ce que ça a eu lieu en vrai? Ou est-ce que c'était juste, du coup, une torture littéraire? Ça, voilà, on n'a pas de source absolue, mais en tout cas, les Nordiques avaient avaient une pratique qui s'appelait comme ça, en tout cas, dans leur littérature. C'est tout ce qu'on peut dire. À voir après si on essaiera de développer ça peut-être dans un article à l'intérieur de l'anthologie. Donc ça, c'est des sujets qui peuvent être en préparation en complément des nouvelles. Et là, on avait donc on va dire de la sorcellerie moderne avec Sophia. Là, on retourne quasiment aux sources avec Guillaume, puisque donc la nouvelle de Guillaume se passe vraiment à l'époque, viking, même avant les vikings. Mais je ne sais pas si tu as une idée du siècle où tu voulais la situer, ta nouvelle, ou Non, non, je l'ai volontairement pas daté. Je l'ai localisé, par contre, c'est assez clair, c'est en Norvège, c'est du côté de la rivière Otta. Enfin, pour le coup, c'est des lieux qui sont identifiables et les lieux qui sont indiqués, les landes, etc., existent réellement. Par contre, je voulais pas le dater, et notamment parce que j'ai couplé ça un peu avec il y a une résonance un peu moderne en fait du dégel des terres en fait et du réchauffement climatique, ce qui est assez finalement assez paradoxal, mais qui est aussi quelque chose qui, comme finalement ça a un peu fluctué dans le temps, et même si aujourd'hui on est
devant des problématiques beaucoup plus graves liées à ça. Et je voulais volontairement pas le dater pour pas fixer les choses et laisser la libre appréciation aussi. C'est ça, donc on va dire qu'on est on est avant l'an 1000, mais voilà, dans un passé pas précis daté, mais qui respecte bien les Nordiques et leurs croyances de cette époque-là. Et on va dire qu'avec Mickaël, on fait un peu le lien entre ces deux époques, puisqu'on revient, en fait, on a deux époques connectées, même plusieurs époques, tu vas nous raconter, en revenant vraiment avec une figure de Volva mythologique. C'est ça. Oui, c'est vrai que là, dans le mien, dans ma nouvelle, il y a l'époque moderne, puisque moi, la nouvelle se passe aux États-Unis. Je suis parti du principe que les Vikings étaient partis dans ce qu'on appelle le Vinland, donc ce qui est l'actuel à peu près Québec, Canada et tout ça. Et du coup, je pars de là. On a l'ancienne en fait mythologie avec une des Volva originelles, on va dire. Et du coup, une Volva qui va faire le lien entre les deux époques, c'est compliqué à dire sans trop en dévoiler, qui va faire le lien entre les deux et qui va jouer un rôle assez important, on va dire. Donc c'est vrai que ça fait le lien entre les deux. Et après, j'ai repris aussi tout ce qui était le néopaganisme, comme disait Sophia, avec les Asatru. Parce que du coup, une des Volva, enfin la Volva du présent, on va dire, fait partie de ce groupe-là aussi, mais s'en est dégagée. Enfin, on va dire que son voyage a fait qu'elle a rencontré le passé et la mythologie, en fait. Voilà. Donc, effectivement, on pourrait peut-être un peu parler de la figure, ça on peut le révéler, hein, c'est pas non plus un énorme spoil, puisque c'est juste une forme de ta nouvelle. Donc, tu as décidé de traiter de la sorcière Gulveig. Donc, Gulveig, qu'est-ce ouais. qui t'a un peu intéressé dans ce personnage et pourquoi ce personnage-là précisément? Gulveig, j'ai fait pas mal de recherches justement pour essayer de trouver une Volva un peu marquante. Et en fait, elle est un peu, on va dire, c'est dans les légendes, elle peut être assimilée à, comment elle s'appelle, Freya. Elle peut être assimilée à Freya, même si dans d'autres textes, sur l'Edda, c'est vraiment Gulveig. Et sinon, après, dans d'autres légendes, ça peut être Freya, parce qu'elle pratique le Seidr. Du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant de la faire revenir dans le présent, elle aussi, et faire le lien entre la mythologie et le monde réel. Et du coup, c'est un personnage que j'ai bien aimé développer, même si c'est pas l'héroïne en elle-même. Mais même raconter son histoire et tout ça pour faire le lien, c'était assez intéressant à développer quand même. C'était assez intéressant. Et du coup, pour l'interaction avec celle du présent, du coup, c'est vrai que c'est intéressant de voir les deux époques se mêler et la nouvelle époque qui essaie de rejoindre l'ancienne et la nouvelle qui essaie de prendre le pas sur, enfin l'ancienne qui essaie de prendre le pas sur la nouvelle, quoi, en fait, pour continuer à survivre. C'est ça, et du coup, effectivement, tu as aussi traité de groupes, on va dire, néo-païens comme Ouais. les Asatru. Est-ce que tu as découvert en en cherchant pour ta nouvelle, ou est-ce que Alors, c'était quelque chose que tu connaissais déjà? je connaissais juste de nom. Après, j'ai fait pas mal de recherches quand même pour voir ce qu'il en était vraiment. C'était assez intéressant. Du coup, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai mêlé l'héroïne avec les Asatru à la base, pour lui donner un peu en quelque sorte une légitimité au niveau de tout ce qui était mythologique et tout ça, parce que du coup, comme ça lui fait connaître les anciennes traditions aussi. Donc ça fait un lien. Et après, même maintenant, je vois un peu dans différents pays et tout ça, les communautés, on va dire, Asatru qu'il y a, en fait, il y en a un peu partout dans le monde.
Et c'est pour ça que quand j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il y en avait aux États-Unis, que c'était soit en Californie ou même sur la côte est des États-Unis. Du coup, je dis, je vais faire le lien entre les deux pays aussi. Comme ça lui permet de partir. Bah, moi, c'est pareil, j'avais mis l'héroïne en Norvège. Et du coup, je l'ai fait passer aux États-Unis bah, pour un genre de quête initiatique, on va dire, quoi. Moi, je trouve en tout cas que c'est une mythologie qui a vraiment une profondeur assez impressionnante, qui est malheureusement un peu artificialisée par les grandes figures. Enfin, je pense notamment à tout ce qui est Marvel, etc., qui le met un peu en avant, mais d'une manière un peu folklorique, un peu détournée. Et moi, j'ai vraiment trouvé une vraie profondeur, une vraie résonance. Et j'ai trouvé, justement, en poussant les recherches, que il y avait énormément de terreau pour des histoires, et notamment des histoires assez noires, fantastiques, horreur. Et je suis vraiment curieux de lire bientôt les nouvelles de mes collègues qui sont dans l'anthologie, parce que je pense vraiment que ça peut faire une chouette anthologie. Alors, il y a d'autres mythologies et d'autres folklores qui peuvent être intéressants, mais je trouve vraiment qu'il y a ce côté noirceur, pas du tout édulcoré. On est forcément dans le froid, dans le noir, dans la glace. Enfin, je trouve qu'il y a un côté vraiment, vraiment prenant, côté horrifique dans cette mythologie-là. Moi, j'ai vraiment hâte. Ah, Ouais. puis c'est vrai que ça a été énormément développé, comme tu disais, par Marvel et tout ça, mais il y a aussi dans tout ce qui est jeux vidéo, où c'est traité aussi pas mal avec God of War, bon, même si ça a été pas mal détourné aussi, parce que bon, c'est plus du tout, enfin, si ça reste dans la mythologie nordique, mais du coup, c'est Kratos qui vient enfin, dans la mythologie nordique, on sait très bien qu'est-ce qui va se passer de toute façon. Mais c'est intéressant de voir aussi, moi ce que j'aimerais bien lire, c'est l'Edda de Snorri, arriver à le trouver vraiment le texte complet pour arriver à le lire en français, c'est pas facile à trouver vu ce que j'ai vu. Mais ouais, moi ça a piqué encore plus ma curiosité et m'a poussé à essayer de chercher encore plus des infos sur tout ce qui était bah, vraiment la culture, on va dire, de l'époque. Et j'ai même trouvé sur Internet en faisant des recherches un mémoire d'une étudiante, je crois que c'était au Canada, où elle a fait vraiment un, un condensé de tout ce qu'elle avait sur la société viking et tout ça. Et j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je vais m'y attarder quand même parce que ça a l'air d'être super intéressant. Bah, pour compléter aussi sur la mythologie nordique, je pense que en fait, la mythologie nordique et irlandaise, c'est un peu les seuls qui nous sont parvenus les plus intacts, on va dire, parce qu'ils étaient sur une île, en fait, ils ont été moins contaminés par l'Empire romain et par la religion catholique quand elle s'est étendue, religion chrétienne à l'époque. Et en fait, du coup, c'est des formes, on va dire, plus brutes, on va dire, de magie. Et ce que je trouve intéressant en plus, parce que je me suis aussi beaucoup renseignée sur la mythologie celtique et les formes de magie celtique, c'est que du côté celtique, c'était très masculin. Les druides, c'était essentiellement des hommes, et quand c'était pratiqué par des femmes, elles étaient souvent isolées sur des îles et coupées de la société. Et là, chez les Nordiques, c'est l'inverse en fait. C'est les femmes qui sont très porteuses de magie, qui sont complètement intégrées dans la société et qui sont nomades en plus, que c'est un statut assez inédit pour une femme de manière générale, surtout dans l'histoire, je trouve. Et je trouve ça passionnant. Et du coup, bah, c'est aussi, je trouve, le pan féminin de la mythologie nordique est assez peu exploré au final, parce que c'est souvent l'image de Thor, de Loki, en oubliant que Loki des fois se change en femme. Et je trouve ça intéressant de voir ça aussi sous le prisme de la Volva, qui est une figure assez féministe, je trouve. Voilà. Ouais, c'est vrai que comme la Volvo originelle c'était Freya, du coup, bah, pour eux, c'était les femmes en fait qui pratiquaient essentiellement la magie en fait. Les hommes étaient là pour, bah, en tant que guerriers, on va dire, et les femmes étaient là, vraiment là plus pour tout ce qui était divination, pratique de la magie et tout ça en fait, dans cette société-là. Effectivement, comme disait déjà Guillaume, c'est qu'on est dans une société effectivement donc, qui vit dans un climat rude, hein, donc forcément ça peut faire une mythologie quand même assez sombre, avec quand même beaucoup de motifs horrifiques, etc. Parce que les éléments sont vraiment hostiles, hein, on va dire, parce que souvent les monstres, etc., ils sont liés aux éléments auxquels les humains sont confrontés, donc notamment avec tous
on a beaucoup de magie de protection, etc., qui peut être connectée à cette hostilité de la nature. Et effectivement, moi je trouve qu'en fait, on a l'impression de loin, bon, avec Marvel et aussi un peu la fantasy, etc., de connaître la mythologie nordique. Mais en fait, on se rend compte que pas tant que ça, et qu'effectivement, c'était quand même un peuple, des pratiques et des visions du monde qui diffèrent finalement énormément de notre vision occidentale aujourd'hui, qui a été plus, on va dire, romanisée puis christianisée. Et effectivement, la vision de la sorcière telle qu'on a aujourd'hui, elle vient complètement de la mythologie nordique. Donc, la sorcière, c'est un peu la volva, mais avec le côté négatif qui a été apporté par la chrétienté par-dessus. C'est effectivement donc la chrétienté, j'ai un peu regardé ça, qui a été apporté par les Romains, qui eux n'étaient pas du tout, vraiment pas du tout une place accordaient vraiment pas une place très importante à la femme. C'est même assez catastrophique chez les Romains. Et c'est vrai que cette vision, que cette importance de la femme dans la culture nordique les avait beaucoup perturbés. Il y a des témoignages des généraux romains qui disaient mais qu'est-ce que c'est que ça? Même leurs femmes, des fois, elles se jettent dans la bataille, on ne comprend pas ce qui se passe. Vraiment, donc c'était une culture très différente. Et d'ailleurs, chez eux, les Volva avaient énormément d'autorité. C'était même elles qui Ah oui. pouvaient décider ou non d'une guerre. Donc, c'est si la femme décidait, enfin, c'est la femme, la Volva, hein, évidemment, celle qui a de l'importance. Donc, elle était censée avoir des pouvoirs supérieurs. Et si elle décidait que les signes n'étaient pas favorables à faire la guerre, les hommes n'allaient pas faire la guerre. Voilà, donc c'était tout un rôle qu'on a encore un peu du mal, je pense, à conceptualiser aujourd'hui. Donc, on n'est pas dans la sorcière séductrice, etc. Là, c'est quelque chose qui a été amené après. Mais il faut se dire qu'effectivement, pour les Nordiques, eh ben, la sorcière avait une image positive. Ouais, puis c'est pas mal aussi le rôle politique, hein, entre guillemets, on va dire, par rapport à cette société-là. Mm. Donc, oui, comme je disais, il y a un pouvoir décisionnaire, effectivement, qui était plus important. Et puis aussi, de gestion, parce qu'effectivement, on était dans un climat plus rude, où les hommes étaient plus, enfin, étaient plus exposés à la mort. Donc, il fallait avoir aussi, c'est là où les femmes pouvaient jouer un rôle important, puisqu'il fallait aussi avoir quelque chose une politique stable dans le village, et puis aussi assurer la descendance forcément des guerriers dans un, Ouais. dans un moment où la puissance aussi de guerre était importante. De toute façon, la mythologie nordique est très basée sur la guerre et la mort au combat. Il fallait avoir des hommes prêts à se sacrifier. Mm. Et ça, c'est encore un autre sujet. Ouais. Donc, est-ce que vous voulez apporter d'autres développements ou est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? N'hésitez pas si vous voulez compléter. Moi, je pense que les autres nouvelles sont aussi vont traiter d'autres sujets, donc c'est vrai que ça va compléter aussi ce que nous on a commencé, on va dire, à développer. Mais c'est vrai que sur ce sujet-là, après, ça va être compliqué, je pense, d'en développer plus sans vraiment révéler ce qu'on a pu mettre dans nos nouvelles, je pense. Effectivement, on a prévu d'autres lives. Donc après, on a d'autres sujets, évidemment, pour vous donner un petit peu une idée des lives qui pourraient arriver. On va bientôt, bien sûr, parler des monstres nordiques, donc du bestiaire nordique. On pourra peut-être notamment aborder un peu plus en détail le Drogur, puisqu'on en croise dans d'autres nouvelles. Hein, c'est un peu quand même un incontournable, donc un peu l'ancêtre du zombie. On pourra parler aussi de la mythologie nordique. Donc, par exemple, les nouvelles de Sophia et de Mikael, on va croiser effectivement des figures des dieux, hein, notamment Loki, hein, puisque pour le coup, il est très lié à la sorcellerie, évidemment. Et aussi, on pourra aborder aussi le Ragnarok, qui est la fin du monde, qui est un sujet aussi que souvent les gens retiennent le plus dans la mythologie nordique, puisque on est sur un motif assez, surtout au niveau de l'horreur, assez terrifiant.